Née dans une dynastie obsédée par le pouvoir et liée par le sang, Marguerite d'Autriche n'était jamais destinée à une vie ordinaire, couronnée reine à la fois d'Espagne et du Portugal. À seulement 14 ans, elle est devenue une actrice politique clé dans un empire en déclin. Aimée, crainte, mais finalement condamnée par l'héritage qu'elle était née pour défendre. Voici son histoire. Marguerite d'Autriche est née le jour de Noël 1584 dans la ville de Graz, dans le duché de Styrie, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Autriche. Son père était Charles II archiduc d'Autriche et sa mère était Marie-Anne de Bavière. Comme beaucoup de familles royales européennes, leur lignée était entremêlée par des générations de mariages entre cousins, mais cette union allait encore plus loin. Ils étaient oncles et nièces, et pourtant, contre toute attente malgré une telle consanguinité, 12 de leurs 15 enfants ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Marguerite, la 8e enfant, est née dans une maison bondée et ambitieuse, entourée de frères et sœurs aînés déjà préparés à la grandeur. Comme vous l'avez peut-être deviné, ses deux parents étaient issus de la puissante dynastie des Habsbourg, la famille la plus puissante de l'Europe moderne, dont l'obsession impitoyable de préserver le pouvoir les a conduits à se marier à plusieurs reprises au sein de leur propre lignée. Ils étaient apparus comme une petite famille noble à la frontière entre l'Autriche et la Suisse des siècles plus tôt. Mais au XVIe siècle, ils contrôlaient l'ensemble de l'Autriche, de la Hongrie, de la Bohême et de la Croatie actuelle. Il y avait aussi une branche rivale puissante de la famille qui régnait sur l'Espagne et son vaste empire colonial. Né d'une scission fatidique au début du XVIe siècle, lorsque deux frères, Ferdinand et Charles, ont partagé l'immense héritage des Habsbourg un en deux. Bien que Marguerite soit issue du côté autrichien, elle appartenait à la branche styrienne des Habsbourg, qui ne faisait pas partie de la lignée principale. Une lignée des Habsbourg plus puissante gouvernait l'Autriche en tant qu'archiduc, régnant depuis leur bastion à Vienne. Le chef de cette lignée principale à cette époque était Rodolphe II. Un homme excentrique et particulier, plus intéressé à employer des artistes expérimentaux et des magiciens à sa cour de Vienne qu'à gouverner les domaines des Habsbourg. Pourtant, sa lignée familiale s'amenuisait, et la branche de Marguerite portait un potentiel dangereux, si bien qu'un jour, ils pourraient surpasser leurs cousins et prendre le contrôle à Vienne. Cette possibilité faisait de la jeune Marguerite, bien qu'elle soit issue d'une soi-disant branche cadette, une pièce essentielle sur l'échiquier de la politique de pouvoir des Habsbourg, comme nous allons le voir. En grandissant à la cour des Habsbourg cadets à Graz, elle apprit à parler et à lire le latin, la langue du savoir et du culte catholique. À l'époque moderne en Europe, les jeunes femmes de cour devaient maîtriser les bonnes manières, la mode, la danse et souvent la musique. Beaucoup, comme Marguerite, écrivaient aussi des lettres en polonais, en allemand, en latin, en italien ou en anglais, utilisant une écriture calligraphique ornée. Marguerite a ainsi vécu sa jeunesse. Elle était également consciente de la politique de son époque. Les Habsbourg présidèrent le Saint-Empire romain germanique, une grande agglomération de centaines de petites principautés et de villes libres qui n'étaient que vaguement liées entre elles, par la loyauté envers un empereur romain germanique, généralement le membre le plus âgé des Habsbourg d'Autriche. Pendant des siècles, le Saint-Empire romain germanique s'est accroché à une délicate illusion d'unité, mais cette illusion s'est brisée en 1517, lorsque la réforme protestante a déclenché une tempête de révolte religieuse. Alors que les États luthériens et calvinistes faisaient sécession, des siècles d'ordre impérial commencèrent à s'effondrer. Marguerite est née dans le chaos, à une époque de tensions croissantes, de divisions profondes et d'un empire fracturé au bord du gouffre. Et bientôt sa propre vie serait emportée dans la tempête. Lorsqu'elle était très jeune, on commença à penser au mariage potentiel de Marguerite. La notion d'adolescence n'existait pas dans l'Europe de l'époque moderne. On passait de l'enfance à l'âge adulte dès l'apparition de la puberté, généralement vers 13 ou 14 ans, ce qui était largement considéré comme une ligne de démarcation entre l'innocence et la responsabilité. Par conséquent, il était considéré comme tout à fait normal qu'une fille issue d'une lignée royale soit mariée à des fins diplomatiques dès qu'elle atteignait cet âge. Bien sûr, pour les femmes royales, le mariage était rarement une question d'amour, et si vous étiez une Habsbourg, c'était presque toujours avec un membre de la famille. Pour eux, la consanguinité n'était pas un tabou,
C'était une stratégie. Unir les branches autrichiennes et espagnoles n'était pas risqué, c'était une question de pouvoir légitime. Ils croyaient que le pouvoir était plus sûr lorsqu'il était lié par une seule chose, leur propre sang. Dans le cas de Marguerite, elle aurait normalement été mariée à un noble de moindre importance. Cependant, son cousin, l'empereur Rodolphe II, ne s'était jamais marié, malgré une série de négociations matrimoniales au fil des années. Et il serait très probablement remplacé par son frère Mathias, qui était lui aussi sans enfant pour cette raison. La réalité était que la branche styrienne, plus jeune, de la maison de Habsbourg était susceptible de devenir la branche régnante à Vienne. Un jour avec le frère de Marguerite, Ferdinand, possible futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Pour cette raison, la main de Marguerite en mariage est devenue un outil diplomatique important dans la politique de pouvoir européenne. Ainsi, au début de l'année 1599, Marguerite arriva en Espagne dans un tourbillon de cérémonies et d'attentes destinées à épouser son cousin issu de la branche espagnole de la dynastie. Cette union n'était pas un scandale selon les normes de l'époque, mais elle restait néanmoins frappante. Philippe III, tout juste dans la vingtaine et déjà accablé par le poids de la royauté, épousa une jeune fille de seulement 14 ans. Avec cette union, Marguerite ne devint pas seulement reine d'Espagne, elle devint l'impératrice cérémonielle d'un empire mondial. En 1599, la couronne espagnole avait absorbé le Portugal et ses richesses d'outre-mer, régnant sur de vastes étendues des Amériques, des Caraïbes, de l'Afrique, de l'Asie et du Pacifique. Ainsi, lorsque Marguerite, âgée de 14 ans, épousa Philippe III en avril 1599, elle était, en une seule cérémonie, devenue sans doute la femme la plus puissante de la planète. Mais derrière la façade scintillante des palais et des cérémonies, qu'est-ce qui l'attendait ? Une vie d'influence ou une vie d'isolement et de devoir ? Philippe III était, sur le papier, l'un des hommes les plus puissants du monde. Il venait tout juste d'hériter des couronnes d'Espagne et du Portugal de son père redoutable, Philippe II. Un souverain sévère et implacable qui avait passé des décennies à mener des guerres à travers l'Europe pour écraser le protestantisme et restaurer la domination catholique. Pourtant, ce faisant, il laissa derrière lui un royaume fracturé et en faillite. C'est dans cet héritage précaire que la jeune Marguerite, âgée de 14 ans, fit son entrée. Mais en même temps, il ne fait aucun doute qu'elle avait de l'influence. Son mari, contrairement à son père, était indécis et facilement influençable, et elle commença rapidement à exercer une influence discrète mais croissante. Sa mission était claire, orienter la politique étrangère espagnole dans l'intérêt de ses proches autrichiens. Heureusement pour Marguerite, son mariage avec Philippe était proche et affectueux, et il donna rapidement lieu à des enfants. En fait, il y eut rarement un moment où elle n'était pas enceinte pour le reste de sa vie. Mais il ne s'agissait pas d'une lignée royale ordinaire. Marguerite et son mari, Philippe III, étaient en tous deux issus d'unions entre oncle et nièce, ce qui fait d'eux certains des individus les plus consanguins de l'histoire royale européenne. Leurs gènes étaient ainsi mêlés que leur arbre généalogique formait un cercle plutôt qu'une branche. Chaque enfant né d'eux était le résultat de siècles de lignées fermées, et chaque grossesse portait non seulement l'espoir de la dynastie, mais aussi un risque d'effondrement génétique. Malgré ces probabilités, Marguerite a accouché au moins 8 fois et, chose remarquable, 5 de ses enfants ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Pour un couple avec un ADN aussi dangereusement entremêlé, le résultat relevait tout simplement du miracle. Pourtant, même ces enfants survivants portaient le fardeau de leur lignée et les conséquences génétiques devinrent plus évidentes à la génération suivante. Le 22 septembre 1600, Marguerite donna naissance à son premier enfant avec Philippe, une fille nommée Anne-Marie Mauricy. Comme sa mère avant elle, Anne-Marie fut mariée très jeune, fiancée au roi Louis XIII de France à seulement 10 ans et épousée en 1615. À 14 ans, Anne-Marie eut une mort-née, puis fit 4 fausses couches avant de donner naissance à 2 garçons en bonne santé, dont Louis XIV de France, le roi absolutiste le plus puissant d'Europe. D'autres enfants sont nés du mariage de Marguerite et Philippe. Une fille, Maria, est malheureusement décédée un mois seulement après sa naissance, au printemps 1603.
Leurs deux plus jeunes enfants, Marguerite et Alphonse Maurice, sont également morts en bas âge ou durant l'enfance, mais les enfants du milieu ont survécu. L'aîné des garçons s'appelait Philippe comme son père, et après sa naissance, le roi couvrit Marguerite d'amour et d'attention. Né en avril 1605, il deviendrait un jour le roi Philippe IV d'Espagne et régnerait sur l'Espagne et son empire pendant 44 ans. Il devint connu sous le nom de Replaneta, le roi planète, tant l'empire espagnol s'étendait à travers le monde à cette époque. Une autre fille, Marie-Anne, née en 1606, épousa Ferdinand III des Habsbourg d'Autriche. Il s'agissait de son cousin germain, étant le fils de Ferdinand II. Le frère aîné de Marguerite, Marie-Anne, donna naissance à 6 enfants, mais seulement 3 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Finalement, en 1607, Marguerite donna naissance à un garçon nommé Charles et à un autre fils nommé Ferdinand en 1609. Charles n'a vécu que jusqu'à la mi-vingtaine, mais il était une figure respectée à la cour, qui fut brièvement considéré comme un futur roi potentiel. Lorsque son frère aîné, le roi Philippe IV, tomba gravement malade. À un moment donné, dans les années 1620, Ferdinand, en tant que plus jeune des fils survivants, entra dans l'Église et devint cardinal, encouragé par sa mère dans sa religion dès ses premières années, dont la piété catholique romaine était bien connue. Il eut également une carrière politique en servant comme gouverneur des Pays-Bas espagnols, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique. Pendant un temps, Philippe III était loin d'être le plus décisif des monarques. Il était notoirement influençable, facilement manipulé par les courtisans et même par sa femme au caractère bien trempé. C'était significatif. L'Espagne régnait toujours sur un vaste et riche empire, mais des décennies de guerres désastreuses contre les Français, les Hollandais, les Anglais et les Turcs avaient complètement vidé ses coffres. À Madrid, un cercle désespéré de réformateurs s'est alors levé, exigeant des mesures audacieuses pour sauver ce qui restait de la gloire déclinante de l'Espagne. Marguerite n'était pas une bonne influence à cet égard. Profondément conservatrice, elle s'opposait farouchement à toute proposition de réduction des dépenses pour l'Église et les cérémonies royales. Le résultat fut catastrophique. La situation économique de l'Espagne continua de se détériorer, le gouvernement faisant faillite à plusieurs reprises au cours du règne de Philippe III, tout comme cela avait été le cas sous son père. Au cœur de la cour espagnole, une lutte de pouvoir féroce éclata. Une faction de courtisans s'opposa ouvertement à Marguerite, accusant son zèle catholique fanatique de fausser le jugement du roi et de plonger l'Empire dans le chaos. Elle s'opposa à plusieurs reprises au duc de Lerma, le plus puissant noble d'Espagne et le véritable dirigeant derrière le trône chancelant de Philippe III. Il respectait à contre-cœur sa ruse et son instinct politique aigu. Mais il ne fait aucun doute non plus qu'il la considérait comme un sérieux problème, et qu'il a tenté de l'écarter du pouvoir. Pour sa part, Marguerite a formé une alliance avec plusieurs autres femmes de la cour, bien qu'elles aient été exclues des rôles officiels. Elles ont subtilement influencé la politique grâce à leurs relations personnelles, à leurs conseils stratégiques et à leur persuasion discrète, exerçant un véritable pouvoir dans l'ombre de la maison royale. Parmi les alliés de Marguerite figurait l'impératrice douairière Marie, veuve de l'empereur Maximilien II, qui exerça son influence à la cour d'Espagne jusqu'à sa mort en 1603. Plus durable, cependant, fut l'alliance de Marguerite avec la fille de Marie, Marguerite de la Croix, une religieuse royale connue pour sa piété et ses relations à la cour. Ensemble, les 3 femmes Habsbourg autrichiennes ont orienté Philippe III vers une politique résolument pro-autrichienne et pro-catholique. Ainsi, lorsque le frère de Marguerite, Ferdinand II, fut confronté à une révolte protestante en Bohême en 1618, déclenchant la guerre de 30 ans, l'Espagne soutint rapidement l'Autriche. Leur objectif commun était simple, rétablir la domination catholique et la suprématie des Habsbourg à travers l'Empire romain germanique fracturé. Ce fut une décision fatidique qui allait saigner l'Espagne à blanc. La guerre s'est éternisée pendant des décennies, et lorsque le fils de Marguerite, le roi Philippe IV, est mort en 1665, l'Espagne n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Totalement éclipsée par l'Angleterre, la France et d'autres. Et le coût tragique de cette chute serait supporté par le prochain roi Habsbourg.
En fin de compte, bien que Marguerite ait réussi à imposer une politique pro-autrichienne à son mari sans volonté et à surpasser le duc de Lama à cet égard, elle ne vivrait jamais pour voir les fruits de cette même politique. Réalisée, elle est morte le 3 octobre 1611 des suites de complications liées à l'accouchement, après avoir donné naissance à son fils Alphonse Maurice, qui lui-même mourait avant son premier anniversaire. Elle n'avait que 26 ans à l'époque. Le roi Philippe fut dévasté par sa mort et ne se remaria jamais. Bien qu'il n'ait eu que 33 ans, il est mort 10 ans plus tard. Malgré sa courte vie, Marguerite réussit à influencer la politique de la cour et, pour l'instant, avait assuré la succession de la dynastie. Néanmoins, au fil du XVIIe siècle, les Habsbourg s'entêtèrent dans leur tradition mortelle et incestueuse, oncle épousant nièce, génération après génération, dans une tentative désespérée de préserver la pureté du pouvoir. Mais le prix à payer fut catastrophique. Leur lignée s'est repliée sur elle-même, entraînant de graves problèmes de santé. Et de ce piège génétique naquit Charles II, fils du roi Philippe IV et de sa propre nièce. Faible, infertile et rongé par les difformités, Charles devint le symbole vivant d'une dynastie au bord du gouffre. Son corps brisé ne marquerait pas seulement la fin d'un roi, mais l'extinction des Habsbourg d'Espagne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Marguerite d'Autriche, reine d'Espagne. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur les Habsbourg, indiquez-le en commentaire. Et si vous avez d'autres suggestions, indiquez-les aussi dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.